Chers amis du Cercle Aristote, chers amis d'Omerta, bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver. Avant toute chose, je vous recommande de vous abonner à cette vidéo, de la faire passer et de soutenir l'information libre, de soutenir Omerta, de soutenir le Cercle Aristote. Vous avez tout le nécessaire en description. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu technique, mais on va parler un peu d'un essentiel qu'on pense beaucoup trop automatique. En effet, ça fait 2 générations qu'elle nous arrive directement chez nous, donc on pense que ça relève plus du dû que de la conquête, et pendant des siècles, elle a été, sa domestication en tout cas, l'une des grandes conquêtes de l'humanité, particulièrement dans un pays comme la France, qui à la fois la moitié de plus de la moitié de son territoire qui est face à la mer, qui est également le deuxième espace maritime mondial, ou premier selon les modes de calcul, et qui est pétri de ses fleuves. Il s'agit de la problématique de l'eau. Pour nous, c'est évident, c'est un robinet à tourner, adieu Berthe. C'est plus compliqué que ça. Et là, j'ai le plaisir de recevoir Sabrina Keder. Sabrina, bonjour. Bonjour. Donc tu viens nous présenter ton ouvrage Or bleu et souveraineté, qui est une introduction aux questions de l'eau, publié aux éditions Perspectives Libres, donc chez votre serviteur. Tu es géographe de formation et tu vois, c'est ton premier livre. Moi, je suis toujours très heureux d'encourager les jeunes pousses prometteuses et, c'est un très bon premier petit livre parce que ça relève vraiment d'une maîtrise. Je viens te et d'une passion pour ce sujet. Alors, tu vois, dans la géographie étant quelque chose par nature vaste, mais comment t'es-tu, comment dire, comment euh, t'es-tu approprié la problématique de l'eau? Pourquoi l'eau au sein de ton parcours? Alors j'adorais la géographie, la géopolitique et en tant que souverainiste, j'avais une sensibilité politique, souverainiste. Mmh. Je m'intéressais beaucoup de où se trouve le pouvoir en réalité et je me suis intéressée forcément à l'énergie, au nucléaire et cetera. Je me suis aperçue, également que, le sabotage du nucléaire, français, s'opérait et se faisait un peu de la même manière pour le secteur de l'hydroélectricité. Je me suis passionnée dans le même temps pour les conflits, transfrontaliers, de l'eau et donc j'ai essayé de comprendre en fait, comment fonctionne le système extrêmement complexe, de l'eau en France, de la gestion de l'eau. Et puis voilà, j'ai été un peu déçue de ce que j'ai, pu, comprendre, c'est-à-dire, une perte, de souveraineté, sur notre ressource en eau. Engendré par, la délégation, de la gestion juridique, de la ressource, à l'Union européenne, Mmh. qui permet à une idéologie bruxelloise, de dominer, cette gestion-là, qui prive aussi les Français, d'un regard démocratique sur la gestion de leurs ressources, et qui, dans un contexte où l'eau, en plus, se raréfie, où, l'eau, devient une arme de guerre, on l'a vu entre l'Inde et le Pakistan, où l'eau est un territoire de plus en plus convoité. On le voit tous les jours dans l'actualité. Le Groenland, dans l'océan Arctique, est un exemple, un très bon exemple, et où l'eau est un, on l'oublie aussi, mais le manque d'eau et les eaux contaminées tuent 10 fois plus que les guerres. Donc, on est dans ce contexte-là et aussi, et donc voilà, j'ai observé une perte de souveraineté et j'ai aussi observé que l'eau, servait d'arme, à l'Union européenne et aux ennemis en fait de la France interne, dont les ONG qui servent voilà d'instruments d'ingérence à l'Union européenne, contre, l'agriculture. Alors pour être assez clair, c'est un peu technique, mais en fait c'est très simple à comprendre. Aujourd'hui, c'est la directive 4 sur l'eau, qui est transposée sur le droit français, sur la loi sur l'eau. Cette directive, elle a été faite dans les années 2000 Mmh. sous le mandat, de Romano Prodi. Donc Romano Prodi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Italien qui est considéré un peu comme le Jacques Delors, de l'Union européenne. C'est, lui
qui a voulu la mise en concurrence des barrages des barrages hydroélectriques. C'est lui qui a voulu libéraliser le marché de l'énergie. Et donc, dans cette vision-là, on a décidé de mettre en place cette directive cadre sur l'eau. Cette directive cadre sur l'eau, elle a des objectifs écologiques. Voilà. Elle veut que les cours d'eau et les eaux souterraines soient en bon état écologique. Seulement, le problème, c'est que quand on lit cette directive, il n'y a pas de critères métrologiques pour définir ce qu'est un bon état écologique. Un très bon état écologique pour eux, c'est un cours d'eau qui se rapproche au plus près de son état naturel. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de critères. Méthode bruxelloise habituelle. Étant extrêmement flou, ça permet des sanctions arbitraires, évidemment. Mais bien sûr. Ouais. Ce qu'il se passe aujourd'hui en France, puisque la France a été amenée devant la Cour de justice européenne, mais ce qui est paradoxal, c'est que la France a des cours d'eau en meilleur état que l'Allemagne, mais l'Allemagne n'a jamais été amenée devant la Cour de justice. Pourquoi ? Parce que la France a déjà créé ses lois, comment expliquer ? Son encadrement juridique autour de l'eau. L'Allemagne, ses plans sont encore en cours. Donc, si les plans sont encore en cours, elle ne peut pas violer la loi. Donc, elle ne peut pas être traînée devant la Cour de justice. La France, oui. Donc, c'est problématique. Et c'est problématique parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est un bon état écologique ? Je ne sais pas. C'est problématique parce que aussi, je pense que si la France veut faire le choix, comme l'Espagne l'a fait, je ne pense pas que c'est le choix qu'il faille faire, mais veut faire le choix de sacrifier ses rivières pour son agriculture, elle doit pouvoir faire ce choix. Et je ne pense pas que ce soit à Bruxelles de le décider. Cette directive sert d'argument, évidemment, pour restreindre l'eau aux agriculteurs en France. Par exemple, le SAGE, c'est le document de planification à l'échelle des bassins. Il est révisé. Il a été révisé récemment. Et on expliquait que vu qu'on n'avait pas atteint le bon état écologique, on estime qu'il y a 8% des cours d'eau en France qui sont en bon état écologique, eh bien, il fallait restreindre l'eau. Et il y a aussi des problèmes de priorité à l'échelle de la France, j'y reviendrai. Mais donc voilà, il y a une perte de souveraineté et il y a une idéologie derrière ça. Pourquoi ? On estime que pour l'agriculture, en fait, il faut restreindre, il faut préserver l'environnement, que c'est pas possible. Mais pour faire la guerre, c'est bon, on peut le faire. Je vais expliquer. En fait, il y a le premier programme de la défense qui a été créé en Europe récemment. Et les eurodéputés ont expliqué que la production d'armement devenait une raison impérative aujourd'hui en cas de crise. Et donc, pour cette production-là, les États ne seront plus tenus de maintenir les cours d'eau en bon état écologique. C'est-à-dire que pour faire la guerre, on peut sacrifier nos rivières. Pour l'agriculture... Pour les terres que Bruxelles veut, vous pouvez, pour que vos populations aient à bouffer et que vos agriculteurs se pendent pas, vous pouvez repasser. C'est ça. Et donc, tout ça se fait avec la collaboration, évidemment, des ONG et d'associations de lutte pour la protection de la nature, qui sont les premiers à dénoncer les failles de la France. C'est ça. Subventionnés pour l'être, en plus. Subventionnés, d'ailleurs, il y a 7 milliards d'euros qui sont introuvables. Il y a eu un rapport, tu sais, qui était sorti, je ne sais pas si tu l'as vu passer, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais pourtant, c'était assez le rapport choquant. Au Cour des comptes. C'est ça, un rapport à l'échelle de l'Union européenne. En fait, il y a 7 milliards d'euros qui étaient voués aux ONG qui sont introuvables. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de programmes qui existent. Voilà. Comme disait Alexandre de Maranque, notre ancien patron de services spéciaux, qui a l'habitude des affaires humaines, c'est que l'argent ne disparaît pas, il passe d'une main à une autre. Voilà. Et à l'échelle de la France, on observe aussi ce que j'appellerais, alors c'est pas pour faire d'alarmisme, mais une certaine guerre civile de l'eau, puisqu'on a deux types, deux belligérants en fait qui s'affrontent. Il y a un conflit qui se passe aujourd'hui autour du Drac. Le Drac, c'est un affluent en Isère qui est assez symbolique. Je vais prendre ça pour exemple. Le préfet avait décidé, pour respecter le bon état écologique du Drac, qu'il fallait qu'il y ait un certain débit qui reste dans la rivière, 600 litres par seconde, 600 000 litres par... Bon, bref, c'est un chiffre autour de cela. Et donc, il avait décidé qu'il y ait tant de débit qui devait rester.
les agriculteurs ont réussi à avoir une dérogation, donc à baisser le seuil à 500. Et donc, à ce moment-là, donc il y a des associations de lutte pour la protection de la nature qui ont dénoncé cela, qui ont dit que c'était illégal, et cetera. Donc là, sur le même affluent, on a des agriculteurs et des associations qui se disputent l'eau, toujours sous le même schéma. C'est-à-dire que les agriculteurs, l'eau est leur outil de travail, donc ils en ont forcément besoin, c'est impératif, c'est vital, et les associations s'appuient sur la DCE Bien sûr. et la nécessité d'un bon état écologique pour réclamer en fait, à ce qu'on Oui, restreigne. bien sûr, c'est la guerre la guerre des écolos, des pro-Grünen, contre le paysan français. Ça, C'est ça. Et puis il y a c'est un clair. problème d'arbitrage réel à l'échelle de la France, puisqu'on voit que on investit 1 milliard d'euros pour que la Seine soit baignable. On envoie 1 million d'euros au Congo pour la gestion de l'eau au Congo. On envoie 600 millions d'euros, si je me souviens bien, c'est 600 millions d'euros, c'est les chiffres de l'AFD, par an, c'est le budget pour des projets internationaux sur la gestion de l'eau, alors qu'en fait, on se restreint nous-mêmes, qu'on a besoin d'eau, qu'il faut investir aussi dans l'innovation, puisque là, Veolia récemment a investi dans l'IA pour détecter des fuites, par exemple, Bien sûr. pour cibler. Il y a des drones aussi qui commencent à faire leur apparition dans le monde de l'agriculture, des drones qui pulvérisent de l'eau de manière plus précise. Donc en fait, moi je pense que l'innovation sera une solution. C'est compliqué d'innover dans une technocratie comme l'Union européenne, il faut le dire. Les dossiers sont assez longs. Les projets Oui. expérimentaux, les startups ont du mal. C'est ce qui fait, entre autres, le retard que les Européens prennent sur tout. Oui. C'est ça, voilà. Et donc, bon, pourtant, ce sera, à mon sens, une Alors, solution. je pense qu'il faut recontextualiser pour nos spectateurs. C'est pas du tout de petites problématiques. Quand on tient l'eau, on tient la bouffe et on tient l'industrie. L'industrie est très consommatrice en eau. Je Mais sais que ce aussi. n'est pas. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens étant dans des activités de service, ils voient pas ce que c'est une usine. Pour beaucoup. Ils voient plus ce que c'est, malheureusement. Donc, ils voient pas. Le problème, c'est que l'industrie est souvent autant, sinon plus consommatrice d'eau que ne peut l'être l'agriculture. Évidemment, pour les paysans, l'eau, c'est pas un choix, c'est pas substituable. Et que le problème stratégique de la maîtrise de l'eau et de son gaspillage, là, je veux quand même donner un chiffre pour que les gens comprennent. Prenons un pays qui est indiscutable en termes de puissance, les États-Unis d'Amérique. En 2010, je n'ai pas de chiffre plus récent, mais c'est un chiffre qui est quand même colossal. Les 3/4 des installations d'arrivée d'eau des conduites d'arrivée d'eau dans les habitations dataient de la guerre de la période entre la guerre de Sécession et la guerre de 40. D'accord ? Aujourd'hui, évidemment, ça veut dire qu'il y a les 3/4 qui sont quasiment obsolètes. T'en as encore qui datent de la guerre de Sécession. Je sais pas si on voit le problème. Donc, avec des déperditions d'eau majeures. Parce que c'est des circuits de tubes, quoi. Donc, il y a des trous partout. Bien sûr. Et non mais voilà, c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que tout ça est une infrastructure fragile. Et nous préférons prévenir plutôt qu'avoir à dire « on vous l'avait bien dit », ce qui nous arrive à intervalles malheureusement réguliers. Et si tu veux, malheureusement, c'est déjà le cas, et là aussi c'est dans tes recherches, sur certains de nos territoires. Et on en parle peu, parce que malheureusement, c'est nos frères d'outre-mer qui trinquent les premiers. C'est le cas de le dire. Bien sûr. Et donc, si tu veux, tu as le système. Tu vois, je résume un peu ce que tu as dit pour pouvoir passer à la suite. Tu as le cadre colonial, la DCE européenne. Tu as les petits soldats, les petits sycophantes, qui sont les ONG écolos, toujours là pour la voix de son maître. Et
derrière, tu as les pouvoirs publics français qui font avec le peu qui leur reste des arbitrages qui ne peuvent être que mauvais pour une seule raison, c'est qu'ils sont arbitres de moyens qui ne sont plus les leurs. C'est-à-dire comme on t'impose de rationaliser, enfin pardonne-moi, excusez-moi, de rationner. La seule chose que tu peux décider, c'est qui tu vas plus rationner. C'est tout. Mais à aucun moment, tu n'as la liberté de dire « mais moi, j'ai pas envie de rationner les miens ». Le problème, c'est que là, si tu veux, ce choix ne t'est pas laissé. C'est là où est l'absence de souveraineté sur l'eau. Est-ce que tu peux, illustrer sur comment ça se ressent, ça commence à se ressentir un peu partout sur le territoire? Mais tu parlais des outre-mer, c'est assez intéressant. À Mayotte, par exemple, c'est 30 des habitants qui n'ont pas un accès, quotidien sécurisé à l'eau potable. En Guadeloupe Délirant. il y a 60 de l'eau qui, n'arrive pas au robinet, cause de fuite, parce qu'en fait, en France, si tu veux, il faudrait 15 à 30 milliards d'euros pour, refaire les réseaux. Mais c'est pire que ça parce que si tu veux, en Guadeloupe, là, en décembre dernier, il y a des Guadeloupéens qui ont porté plainte pour mise en danger d'autrui parce qu'en fait, leurs pompiers n'ont pas pu éteindre un incendie à temps parce qu'il manquait d'eau, en fait. On en est là. Il y a un abandon, c'est un abandon. Mayotte, c'est un petit caillou dans l'océan Indien, c'est petit, enfin, je veux dire, on est capable de le gérer, il y a pas d'excuse. C'est un abandon, c'est voulu. L'immigration massive comorienne à Mayotte pèse en plus sur la pression, met une pression sur la ressource en eau, crée un stress. Enfin, c'est pas que à cause de l'immigration, mais ça Non, c'est une plaie de suraffection, Bien sûr. comme... Les bidonvilles polluent aussi, polluent l'eau aussi, participent à la pollution de l'eau. Et donc, et puis par exemple en Polynésie, parce que l'eau est aussi une voie principale du trafic de drogue. Et si tu veux, là, la Marine nationale en Polynésie a trouvé donc 4 tonnes 4 tonnes de drogue qui venaient d'Amérique centrale. Donc en fait, tu as toutes ces problématiques qui s'assemblent, Ouais. qui Sécurité, accès, c'est ça. problèmes sanitaires, Ça, et puis etc. c'est pas le même climat. Enfin, je veux dire, là, tu sais, j'ai partagé sur les réseaux sociaux la vidéo qui m'avait beaucoup touchée d'un Mahorais qui, pour aller à l'école, devait déjà, je pense qu'il devait se faire escorter par la gendarmerie, puisque maintenant ils se font escorter, les gamins, pour aller à l'école à Mayotte. Mais en plus, il expliquait qu'il devait se partager une bouteille d'eau pour 2 élèves. Pour la journée d'école. Seulement, c'est pas le même climat. Aujourd'hui, en France, en hiver, se partager une bouteille d'eau pour 2 élèves, ça devrait aller. Mais là, c'est quelque chose ça pose des questions de dignité humaine, en fait. C'est Oui, pas bien sûr, acceptable. c'est pas, Mais ça, c'est une acceptable que ça volonté. soit sur nos terres. C'est une volonté, il y a une volonté de vouloir les faire partir. Enfin, je veux dire, tout ce qui a de la valeur Il y a une stratégique. volonté, de toute façon, d'humilier les populations des départements et territoires d'outre-mer. Ça, aujourd'hui, moi, on ne m'enlèvera plus de l'idée. Parce que c'est très simple. Il faut bien se rendre compte de ce qui est en train d'arriver. Bon, Macron met le premier clou pour la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on veut les dégager, d'une manière ou d'une autre. On sait très bien que c'est des populations loyalistes pour la plupart. C'est pour ça qu'on ne les fait pas voter, parce qu'on sait très bien dans quel sens ils vont voter, de toute façon. Et d'ailleurs, ça se voit dans les votes de premier tour qu'ils font dans les élections. On a d'ailleurs été très surpris du basculement, pour certains partis, des populations ultramarines. Donc c'est Dieu, il n'y a Ils sont pas... patriotes, hein. Ils s'engagent beaucoup dans l'armée. Alors, plus le soutien de nos forces armées, etc., mais l'armée, c'est la même chose, si tu veux. C'est tout ce que la classe dominante veut liquider. Donc, il faut balancer ces territoires-là, de préférence si on peut empocher un petit quelque chose, parce que on ne me fera jamais croire qu'on renonce à des eaux territoriales contre rien. Oui, eaux territoriales, parce qu'ils nous permettent aussi d'avoir justement la main sur... Enfin, c'est grâce à eux qu'on est le 2e espace maritime mondial Bien aussi. sûr, mais Grâce aux aides de eux. c'est déjà, si tu veux, ce qu'on appelle l'économie bleue, l'économie de la mer. On se rend pas compte qu'en France, c'est supérieur à l'automobile et l'aéronautique réunis en termes d'emploi, hein. Faut, tu vois, Alors, il y a quand même la France, alors ça, c'est paradoxal parce que la France, grâce à la politique de la pêche commune de l'Europe, la France importe 80 des poissons qu'elle consomme.
alors c'est la seconde dépendance après le café, alors qu'on est le deuxième espace maritime mondial. Là, tu vois, il y a des quotas qui ont été réajustés. Les pêcheurs normands s'en sont plaints parce qu'en fait, les pêcheurs normands, les quotas de maquereaux ont été divisés par 7. Mmh. Et ils ont dénoncé le fait qu'ils vont devoir relâcher des prises. Bien sûr. Donc en fait, c'est déjà Tu sais que ça a joué un rôle énorme dans le Brexit, hein, parce que le syndicat de la pêche, je veux dire, ils sont arrivés à vouloir rationner une île en poisson. Enfin, si tu veux, ces gens sont fabuleux. Enfin, il n'y a que pour faire ça. Les pêcheurs qui subissent déjà la hausse du prix du carburant, la concurrence, etc. Donc ils sont Bien déjà sûr. aussi dans une situation. Et de toute façon, le pêcheur, c'est comme le paysan, hein, si tu veux, c'est une espèce à abattre, quand vu de Bruxelles. Hein. C'est ça. Et là, C'est un vestige. l'Union européenne, en réponse, a demandé aux pêcheurs de loisirs de déclarer leur prise maintenant. Je ne sais pas si tu avais vu passer ça, c'était Kounesque. Les pêcheurs de loisirs maintenant Alors, devront déclarer leur prise. Pour tout te dire, c'est le genre d'info que j'ai fait vérifier quand même 2 fois. Parce que la première fois, j'ai cru, bon, allez, on se tape sur le ventre, c'est une bonne blague. Non, ils l'ont fait. Ouais. Ils l'ont fait. Tu vois, au-delà du réel, l'aventure continue. Quoi. Mais c'est pire, je crois que c'est la France ou l'Union européenne, je ne sais plus, qui voulait imposer des toilettes sur les petits navires de moins de 12 mètres qui n'en ont pas besoin, qui partent que 2 heures en mer. Et donc, il fallait que des toilettes genrées, en plus, je crois qu'il fallait à la fois hommes et femmes. Donc, on a des mesures qui sont prises, qui sont... Non, mais là, si tu veux, t'es en pleine bruxellite, quoi. Mais la seule chose, c'est que là, tu vois, on a si tu veux, c'est quand même de vraies problématiques, tu vois. On a des problèmes de dignité pour toute une partie de notre peuple qui se posent. On a une raréfaction de la ressource. Dû à la pollution de l'eau. On a, disons, des bancs de requins étrangers autour de ça. Et la question... et que, bon, on a compris, grâce à toi, on voit la multiplicité des problèmes. Je reviens sur la structure pour que les gens la comprennent bien. À partir de la structure coloniale européenne, vous avez des tas de petits requins, ONG et autres, qui vont se servir de ça pour, s'attaquer aux hommes des arbres, comme dirait l'ami Charles Gave, c'est-à-dire s'attaquer aux enracinés, donc les pêcheurs, les agriculteurs, pour des objectifs écologiques qui sont quand même nébuleux. Personne ne veut qu'il y ait des boîtes de conserve dans les rivières. Mais tu vois, il faut que les gens comprennent que là, maintenant, on est dans des problèmes de dignité de toute une partie de notre peuple, tu l'as très bien dit, des problèmes de cohérence territoriale qui, à la fin, termineront dans les problèmes de sécession territoriale. Mais tu sais, j'en parlais avec un technicien de rivière assez récemment, quelqu'un qui n'avait pas du tout la même vision que moi, mais c'était intéressant d'échanger. Il m'expliquait que la DCE, c'était formidable, donc la directive européenne dont je parle, qui gère juridiquement l'eau. Et donc, il m'expliquait que c'était génial parce qu'en fait, elle fixe des objectifs exigeants pour l'écologie, pour l'environnement, et que peu importe qui, et que ça reste sur le long terme, et que peu importe le président français, peu importe le gouvernement français qu'il peut y avoir, ces objectifs restent. Et oui, d'accord. je lui ai dit, mais en fait, à quoi faire de voter, au final? Oui, donc si tu veux, c'est-à-dire que les textes européens deviennent un état profond, quoi. C'est ça. Et puis, il faut se méfier aussi. Là, il y a quelque chose d'assez important qu'il faut avoir en tête, parce que pour moi, ça se joue aussi là. C'est le jargon qui est utilisé. Il y a 2 jargons aujourd'hui qui s'opposent. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, je ne sais pas si tu regardes un peu des articles, moi je regarde ça souvent sur l'eau, de gouvernance de l'eau. Le mot gouvernance, c'est un mot qui vient de l'Union européenne, Totalement. qui veut dire gestion partagée. On nous parle de gouvernance sans arrêt, c'est-à-dire qu'on veut subtilement nous apprendre qu'il faut partager cette gestion-là. Et en face, tu as un autre jargon qui commence à naître, que j'observe, qui est le jargon qui vient, à mon avis, de l'agriculture, qui est le jargon de l'impact socio-économique. On nous parle toujours d'impact environnemental quand il s'agit de restreindre l'eau aux agriculteurs et à l'industrie, etc. Et maintenant, on impose le fait, et c'est une très bonne chose à mon sens, de regarder quel est l'impact aussi socio-économique. C'est-à-dire, quand on restreint l'eau, quel impact ça a pour
pour les agriculteurs, pour l'industrie, pour l'économie. Et donc c'est Et pour les régions, là, enfin, tout ce qui dépend de l'agriculture, hein, l'aménagement du territoire et autres, hein. c'est ça, voilà. Et donc voilà, il y a aussi une guerre des mots, qu'il faut avoir en tête, et qui permet aussi d'affronter cette idéologie qui est une idéologie, en fait, hein, au final, hein. Parce que si l'Union européenne était vraiment écolo, elle n'aurait pas mis en concurrence, elle n'aurait pas imposé, la mise en concurrence du secteur hydroélectrique français, qui est une énergie propre, Oui, qui bien sûr. permettait à la France, voilà, bon, C'est Dieu, c'est Dieu, tout ça, c'est du, comment dire, tout ça, c'est du fumigène. et qui pose aussi des problèmes de sécurité, parce qu'on a quand même un barrage en Indre-et-Loire, c'était en 2014, il me semble, qui a menacé de rupture, faute d'entretien. Parce que vu que la France a pas voulu céder à l'Union européenne, elle a créé un bras de fer, et beh, ça a paralysé le secteur, et donc il y a des barrages qui étaient plus entretenus. Donc il faut avoir en tête qu'il y a aussi Et là, une question de sécurité. si mes souvenirs sont bons, tu as certainement suivi ça plus précisément que moi, mais là, les Ils vont Français encore en sortir. viennent encore de se coucher là, sur ces affaires-là. Alors, alors, de ce que j'ai vu dernièrement, il y a, au niveau du Parlement, la loi Gremillet, si je ne me trompe pas, qui propose de faire passer nos concessions au régime d'autorisation. Alors, c'est très technique, c'est juridique, il ne faut pas m'en demander plus, mais ce qui permettrait de sortir du bras de fer, de l'Union européenne. Donc je ne sais pas, ce qu'il en est là depuis Parce que 2000. sur son nom, les Français ont accepté de payer encore des sommes rocambolesques pour justement pour ne pas avoir bien suivi les ordres gentiment. Alors j'ai pas cette information, Non, si tu veux, c'est un point à creuser, mais il faut dire que c'est un point assez récent. Mais grosso modo, si on poursuit les courbes, on est d'accord que la France, en tout cas pour toi, commence déjà à avoir, mais va avoir un vrai problème de gestion de l'eau. Mais si on oui, forcément, déjà, si on délègue, notre gestion, en tout cas juridique, de l'eau, déjà, c'est problématique, parce qu'en fait, on ne peut pas décider, Oui, bien sûr, ça c'est le. voilà. Et donc, en plus, on a tous nos problèmes internes, c'est-à-dire qu'on a des pollutions de l'eau, de la pollution de l'eau qui va augmenter aussi les factures d'eau, puisque vu que l'eau est polluée, eh beh, il faut la traiter, Il et faut la donc traiter, bien sûr. le prix de l'eau va augmenter. Et donc voilà, donc oui, évidemment, il y a une raréfaction de l'eau. Il y a nos nappes qui sont polluées, il y a, les méga-bassines qui, permettaient, à, des, productions comme celle du maïs, de survivre. Mais, tu as des associations de protection voilà, de la nature, comme les Soulèvements de la Terre, qui s'y sont, opposés. Les méga-bassines, c'est pas la meilleure des solutions, mais c'était une solution, en tout cas temporaire, qui permettait à, des productions de survivre. Mais les Soulèvements de la Terre, c'est ça qui est intéressant, c'est que la gauche, ça a accaparé la question de l'eau. C'est pour ça aussi que j'ai écrit. Il faut aussi que la droite se mette à penser l'eau. La gauche se l'appropriait. Et pourquoi je parle des Soulèvements de la Terre? Les Soulèvements de la Terre ne sont pas, qu'une, association de lutte pour la protection de la nature. Ce sont aussi des, militants d'extrême gauche. Oui, bien sûr. Hier ou ce matin, au moment où on enregistre la vidéo, ils ont tweeté que, ils étaient, plus que jamais des antifascistes. Oui, Quelques jours après que Quentin Fossat. dans la lignée de l'assassinat de Oui, Quentin. c'est ça, et ça fait d'ailleurs, plusieurs heures, enfin, en tout cas depuis hier, qui n'arrête pas de tweeter, que, l'antifascisme c'est génial, que, l'extrême droite, Bien sûr, assassine, enfin voilà, de justifier, en fait. on connaît Donc ce ne sont pas la musique, tu vois? ce ne sont pas de simples associations, ce sont des associations d'extrême gauche. Comme disait le borgne breton, ce sont des pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, hein. C'est ça, voilà. Enfin, plutôt, Mais il est rose temps à l'intérieur. aussi que la droite se mette aussi à penser l'eau, parce que, il faut le dire aussi, la droite a laissé cette question-là à la gauche. Jean-Luc Comme la Mélenchon plupart des questions de vie quotidienne et comme la plupart des questions de ressources, hein. C'est ça, et c'est dommage, hein, parce que je pense que voilà, on fera mieux, que la gauche, qui veut, pour moi, assoiffer l'agriculture, et nous faire perdre notre souveraineté alimentaire. Et puis
j'aimerais aussi revenir un peu aux fondamentaux quand même parce que c'est intéressant, on l'oublie beaucoup parce qu'aujourd'hui on est un peu dans le luxe, de l'eau, on a de Parce voilà. que c'est comme ça qu'on a commencé cet entretien, C'est ça. Voilà, je voulais aussi qu'on revienne aux fondamentaux parce qu'en fait les nations se créent autour de l'eau. L'eau est à la fois un rempart, une protection. Charles de Gaulle l'avait bien expliqué pendant son discours à Cherbourg devant les élèves de l'école navale. Il avait expliqué que l'eau est à la fois un obstacle et un rempart, et aussi un chemin. C'est-à-dire aussi le moyen pour nous de nous répandre. Et donc, il avait compris de toute façon, Charles de Gaulle, ces fondamentaux, il les avait en tête. C'est le président c'est le de président qui a créé l'Ifremer, etc. Ouais. c'est le président aussi du sous-marin nucléaire. Enfin, il avait une vraie vision des fondamentaux, il les avait en tête. Et donc, les nations se créent autour de l'eau. Par exemple, les États-Unis ont démontré leur puissance par la création du barrage Hoover dans les années 1930, ce qui était un méga barrage, qui était une prouesse technique et qui était une maîtrise en fait de l'eau. Et puis tu as Venise aussi, tu as l'Angleterre. L'eau a permis à l'Angleterre de survivre aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Finalement, ça a été un véritable Bien rempart. sûr. Et donc, je vais aussi parler je voulais prendre pour exemple aussi une civilisation qui est un petit peu moins médiatisée, moins connue, mais qui pour moi symbolise bien comment l'eau est fondamentale. Il y a l'Empire Khmer en Asie qui s'est fondé sur la gestion de l'eau, en fait. Ils avaient créé tout un réseau complexe de canaux, de réservoirs, etc. D'ailleurs, qui était tellement complexe que ça a aussi participé à leur chute, puisque le réseau était tellement complexe qu'il n'a pas pu s'adapter au climat, qui est un climat avec des moussons, donc Oui, des bien périodes sûr. de forte et des périodes de sécheresse intense. Et donc voilà, ça a aussi participé à leur chute. C'est aussi grâce à la maîtrise de l'eau, et du sable, qu'ils ont pu, créer leur temple connu, Ouais, et symbolique. Donc c'était une depuis plusieurs civilisation encore, oui. qui s'est fondée en fait, via l'eau. Et aujourd'hui, l'eau est encore, quelque chose de sacré pour eux. Alors La pensée c'est plus pensée du l'Empire fleuve. Khmer, hein, aujourd'hui, hein, Bien sûr, aujourd'hui, c'est c'est le le Cambodge actuel, c'est l'ancien grand Kampuchea, quoi, c'est ça. Et le roi du Cambodge s'est fait couronner par une cérémonie autour de l'eau, bien sûr. l'eau de la montagne, voilà, qui purifie. Mais il faut être très clair, tous ces grands peuples en développement ne rigolent pas du tout sur les questions de la flotte. Parce que eux, ils ont connu, il n'y a pas encore si longtemps, ce que c'est d'avoir des problèmes d'eau. Des inondations sévères. Au bout de 2 générations, on a oublié. Mais l'histoire va peut-être nous le rappeler, malheureusement, très durement. C'est des morts tous les ans, hein, en Asie, hein, dû à la gestion du risque, enfin, Bien sûr, ça reste pour une bien sûr. inondation, Mais malheureusement. nous, si tu veux, on serait plus conscient du risque si on médiatisait ce qui se passait en outre-mer. Mais comme il y a un blackout qui est à peu près total, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais que tu en parles ici. D'ailleurs, l'Union européenne, la France a augmenté de 5,7 milliards le budget de l'Union européenne et a augmenté de 5,1 milliards le budget de l'outre-mer, en fait. Donc, en fait, on a une priorité. Oui, non, mais la priorité est très claire, si tu veux. Il y a ceux qu'on engraisse et il y a ceux qu'on veut C'est ça. larguer. C'est aussi Mais simple que ça. c'est étonnant d'ailleurs de voir que tu as des présidents comme Donald Trump qui, d'ailleurs, pour le Groenland, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Emmanuel Macron s'est battu fermement pour le Groenland, mais quand Mayotte est revendiqué par les Comores, il y a personne. Enfin bref, pour Mmh. Donald Trump, c'est intéressant de voir que il est vraiment sur tous les fronts de l'eau. Il est sur l'océan Arctique. Il s'est proposé que pour être médiateur sur le Nil, parce qu'il y a un conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie, parce qu'il y a un méga barrage qui a été Oui, bien sûr. construit. Il s'est proposé pour être médiateur. Il s'est disputé avec avec le Mexique pour le Colorado pour ses agriculteurs texans. Donc en fait, lui, quand il y a une médiation et un arbitrage à avoir, il l'a, hein, il choisit l'agriculture, évidemment. Il est dans le golfe du Persique avec le conflit de l'Iran. Voilà, il est un peu partout et je pense que il a aussi en tête lui aussi les fondamentaux. Si tu veux, l'eau, c'est l'une des toiles de fond des relations internationales. Mais là encore, et c'est pour ça que je voulais soutenir ton premier livre, c'est parce que tout ça, nous, d'ailleurs, ça doit frapper beaucoup de spectateurs du Cercle et d'Omerta, c'est que c'est une problématique qui, pour nous, n'en est pas une, parce qu'on est des enfants gâtés. Mais malheureusement, quand le pain nous sera retiré de la bouche, il ne faudra pas chialer. Donc, tu vois. Et
ultime point, le problème, c'est que, tu vois, si on voit le problème par étage, les ONG, elles sont pas difficiles à mater. Déjà, premièrement, elles vivent pour la plupart de subventions publiques, donc ça peut être assez rapidement fait. Au passage, de subventions publiques à 2 étages, hein. C'est-à-dire qu'ils raquettent l'État français, mais une partie touche du pognon directement de Bruxelles, hein. Faut quand même s'en... Mais par contre, qu'est-ce que tu veux faire contre un texte communautaire? Bah, c'est ça qui est complexe, en fait, hein. C'est que bon, Parce que le vrai nœud du problème, c'est c'est ça. la directive européenne, cadre sur l'eau. Il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres directives. Par exemple, la directive Habitat. Alors c'est pas forcément lié à l'eau, mais c'est lié à l'agriculture parce que si tu veux, il y a des directives comme ça qui asphyxient l'agriculture. Par exemple, la directive Habitat, c'est cette directive-là qui, a décidé que le loup gris était une espèce, en voie de disparition et qu'il fallait protéger. Or, c'est faux, le loup n'est pas une espèce en voie de disparition. Il y en a 350 000 à l'échelle de la planète. Je crois qu'il y en a 15 000 en Europe. Donc c'est pas une. Mais l'Europe et la France veulent réintroduire le loup. Et hier d'ailleurs, tu as eu un élevage qui s'est fait attaquer par des loups. La ministre Oui, bien sûr, de c'est l'Agriculture, devenu un problème c'est récurrent maintenant. c'est ça. Et donc ça massacre des élevages. Mais c'est le loup plus le Mercosur, plus les restrictions d'eau, plus cible. Enfin, tu vois, c'est Oui, tout bien un tas sûr, de bien sûr. mesures en fait qui tuent la profession. Donc, que faire contre ces textes comme la directive Habitat, comme la directive Nitrate, d'ailleurs, les agriculteurs ont fait beaucoup d'efforts parce que en France, si je me souviens bien, c'est 99,5% de l'eau potable qui respecte les normes des nitrates aujourd'hui. Donc en fait, il y a un vrai effort qui a été fait de la part de l'agriculture. Mais bon, que faire c'est compliqué. Moi, je pense que c'est l'innovation voilà, qui va permettre de sortir le dessalement de l'eau de mer, peut être une solution. Le recyclage des eaux usées. Qu'on fait très peu en France, hein. On recycle moins d'1% en Israël, c'est 90% des eaux usées qui sont. Israël, c'est le comment dire? C'est le leader mondial, de la gestion de l'eau. Voilà, ils sont vraiment ils ont un climat qui Logique. leur impose. Bah, logique, ils sont en nécessité vitale. C'est ça, C'est vrai. voilà. Et donc eux, ils ont des stations de dessalement, ils recyclent l'eau. Le Maroc aussi commence à se montrer dans ce domaine-là. Mais voilà, donc il y a des solutions techniques qui existent et puis il faut investir. Il faut investir, plutôt que d'investir 600 millions d'euros dans, via la loi Houdin, dans des projets internationaux de gestion de l'eau. Je pense qu'il faut d'abord, Oui, il faut déjà dépolluer, réfléchir chez nous, c'est ça ça. c'est certain, mais ça n'enlève pas le problème, ça n'enlève pas le problème. C'est, quand tu as un cadre qui t'est imposé de l'extérieur et qui est fait pour étouffer une partie de ta population, qu'est-ce qu'on en fait? Un peu, c'est ça C'est parce que, on ne sort pas d'une directive. On sort le directive, c'est du droit dérivé. Il Donc, faut en tout cas, il faut la transformer, il faut la préciser aussi parce qu'elle est floue, ce qui permettra déjà de ne pas avoir de c'est sanctions. Mais en tout cas, là aussi, c'est qui va le faire? Là aussi, qui va le faire? Bruxelles le fera pas. Bruxelles a aucune envie de le faire. Donc, le problème, c'est que c'est du droit dérivé. Pour sortir du droit dérivé, il faut sortir du droit primaire. Donc, si tu veux, c'est ça le souci. C'est que après, tu vois, si soit on reste dans un système qui est décidé par d'autres contre nous, et donc ça sert à rien de s'en plaindre. Soit on le quitte. Parce que de toute façon, le choix ne nous sera pas laissé. Parce que, comme le disait très bien le président Juncker, il n'y a pas de démocratie contre les traités. Donc, a fortiori, contre les directives qui ne sont que du droit dérivé des traités. ouais, en tout cas, il y a une véritable, privation des Français de décider de comment Bien sûr. ils gèrent leur l'Espagne, par exemple, a sacrifié ses rivières. Bon, moi, je pense pas que c'est un exemple unique à suivre, Bien sûr. mais c'est un choix. C'est un choix, ils ont sacrifié leurs rivières, pour leur agriculture et là, ils enchaînent les forages maintenant, donc c'est pas une solution. Mais en tout cas, oui, il faut pouvoir, Oui, mais faire un choix. c'est nos ressources, c'est à nous C'est c'est à nous une d'en ressource faire qui ce est que aussi nous vitale. entendons. Voilà. Surtout une ressource qui est aussi vitale et stratégique, qui nous permet d'avoir, voilà, une agriculture, enfin voilà, l'eau, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est vital. Je pense qu'on est tous conscients Bien qu'on sûr. en a besoin, absolument et
Et puis je voulais aussi, terminer sur quelque chose d'un peu positif aussi, Ouais. parce que la France, c'est pas aussi, le deuxième espace maritime mondial. La France, c'est aussi un pays d'explorateurs, et ça continue de l'être, parce que là, il y a Thomas, Coville, qui a, gagné un record de voile, Mmh. récemment, un Français. Mmh. Et on continue d'avoir cette culture aussi de l'eau Mmh. et de la mer. Bon, on a eu, commandant Charcot, on a eu Cousteau, on a eu Jacques Cartier. Enfin voilà, on a eu tous ces explorateurs qui avaient, la mer, en fait, Oui, bien sûr. comme vision, et je pense qu'on a ça C'est aussi c'est en nous. l'u c'est l'une des autres grandes utilités de ton petit livre, c'est de nous rappeler, comme disait Richelieu, que, les regrets de nos souverains ont souvent eu le goût de l'eau salée. C'est que la mer nous tend les bras. Et peut-être qu'à un moment, les Français se rendront compte, que la France, en fait, c'est très grand et que nos frontières continentales, qui d'ailleurs ne sont pas toutes en Europe, hein, notre plus grand voisin, direct, c'est le Brésil, et p disons que nos frontières continentales ne sont, pas nécessairement nos plus grandes terres d'avenir. Oui, bien sûr. L'avenir se fera sur l'eau. Chère Sabrina, merci, je souhaite à ton livre le plus grand succès. Tout est accessible en description. Chers amis du Cercle Aristote, chers amis d'Omerta, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.